Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème l'IA pour les TPE-PME, comment booster votre productivité et votre compétitivité. Je suis Thomas Bandiac, manager commercial chez Segos, et je suis accompagné de Carolina Gracia Moreno, manager d'offres et d'expertise en efficacité professionnelle. Je Bonjour. suis, euh, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Alors l'objectif aujourd'hui, vous donner des clés concrètes pour intégrer l'IA générative dans vos pratiques à l'échelle de votre entreprise, que vous soyez dirigeante, dirigeant, RH ou manager de TPE-PME. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur Segos, puisque Segos propose un large éventail d'accompagnement, de l'externalisation de la formation notre filiale, avec notre filiale SIM, pardon, en passant par des formations informatiques avec notre filiale IB Segos. Chez Segos, nous formons près de 250 000 personnes par an, dont 42 000 sont issues de petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'une petite et moyenne entreprise? Ce sont des entreprises de moins de 500 collaborateurs. Et en 2024, nous avons travaillé avec 22 000 entreprises de ce type. Alors, chez Segos, nous proposons près de 1000 formations dans des domaines qui sont très variés. On peut les résumer en trois grandes catégories. La première catégorie autour du management et des soft skills. Deuxième catégorie, les formations métiers, donc les RH, la finance, le marketing et les achats, par exemple. Et puis, troisième catégorie, les métiers autour du numérique, avec l'intelligence artificielle, la bureautique, et également des sujets plus techniques comme la cybersécurité ou le big data. Petit point sur notre ADN pédagogique, puisqu'il repose sur la création d'une expérience de formation qui favorise l'impact et la transposition avec des formats qui sont innovants. On peut citer par exemple une dernière innovation autour de l'adaptive learning qui intègre petit à petit nos parcours de formation. Carolina, nous pouvons commencer notre webinaire et tu souhaites introduire quelques chiffres. Oui, merci Thomas. Bonjour tout le monde. Alors, avant de rentrer dans les sujets, je vous propose d'explorer l'impact de l'IA générative sur les petites et moyennes entreprises en examinant l'adoption actuelle et les investissements associés. En 2025, la proportion des PME qui utilisaient l'IA générative a doublé par rapport à 2024 dans tous les secteurs d'activité. 9% des petites entreprises, des moins de 10 salariés, utilisent l'IA générative alors que 53% des entreprises de taille moyenne, de plus de 100 salariés, utilisent des outils d'IA génératifs. À savoir que les derniers rapports de Future of Jobs du Forum économique mondial met en lumière une transformation profonde du marché mondial de l'emploi d'ici 2030 et prévoit des changements majeurs pour les métiers. Avec l'IA, 50% des employeurs dans le monde envisagent de réorienter leurs activités. Et avec l'automatisation des tâches répétitives, l'IA peut aider jusqu'à 41% à l'efficacité des activités. Nous allons voir maintenant avec Thomas les programmes pour la suite de ces webinaires. Effectivement, nous allons explorer trois grands axes. Le premier, nous allons explorer le diagnostic de la maturité IA dans votre entreprise. Nous allons également explorer l'adoption et les usages de l'IA générative dans les TPE, les PME, dans les TPE-PME pour plus d'efficacité opérationnelle. Et enfin, nous nous intéresserons à la transformation digitale des TPE-PME. Et je te propose, Carolina, de passer au premier sujet autour du diagnostic de sa maturité IA. Effectivement. Alors, on va voir le diagnostic de maturité IA dans un instant. Je vous propose qu'on regarde ensemble cette étude Lab de BPI France dont je vais vous parler à l'instant. On a vu qu'en 2025, 53% des PME de plus de 100 salariés utilisent des outils intégrant l'IA, alors qu'on voit que les investissements associés n'ont pas été assez conséquents. Seulement 9% des investissements des petites et moyennes entreprises ciblaient l'IA, alors que 2% étaient des investissements réguliers. Alors, la directrice du Lab BPI France nous rappelle, Alice Tissier, que l'IA peut promettre des changements et des opportunités dans le quotidien de tous les métiers, et quels que soient les secteurs. Et pour pouvoir bien l'intégrer, il est urgent d'investir dans les compétences pour comprendre leurs atouts et leurs limites. Et pour savoir par où démarrer, comment est-ce qu'on peut bien investir dans les compétences IA? Alors, dans le livre blanc Segos de cette année, Maîtriser l'IA pour un usage éthique et performant en entreprise, nous mettons en avant 5 étapes permettant aux dirigeants et collaborateurs des PME
d'utiliser l'IA grâce à la sensibilisation, l'information, la formation, pour surmonter les appréhensions et les manques de connaissances sur les usages potentiels. C'est vrai qu'en termes de maturité IA, nous n'avons pas tous les mêmes profils. Et c'est pour cette raison, comme Thomas disait à l'instant, que nous allons voir 4 profils d'entreprise en fonction de leur maturité vis-à-vis de l'IA. On s'est inspiré de la matrice de maturité IA par Forbes. Sur ces 4 profils d'entreprise, en lien avec la maturité IA, je vous invite déjà à réfléchir à quel est le niveau de maturité où vous êtes. Alors, explorateur, on commence par les bas. Explorateur, découvre l'IA par des lectures et des initiatives personnelles. L'apprenant, c'est plutôt celui qui va développer des connaissances sur l'IA, va suivre des formations et va explorer les applications possibles, alors qu'un profil adoptant va tester des concepts pour intégrer l'IA dans des activités. Il va évaluer la valeur ajoutée avant de passer à l'échelle. Et enfin, un profil transformateur est celui qui intègre l'IA à grande échelle, qui va transformer les modèles d'affaires et les processus organisationnels. Alors, un petit sondage peut-être, Carolina. Yes. On aimerait entendre votre avis et je vous invite donc à cliquer dans l'onglet sondage qui se trouve à droite de l'écran sous l'onglet chat afin de voir la question s'afficher. Donc, comment évaluez-vous votre niveau de maturité IA aujourd'hui? Donc, vous avez, je vous remets à l'écran les 4 profils que vous pouvez, que vient de vous expliquer, vous présenter Carolina, pardon, et on vous laisse un petit instant pour pouvoir nous donner votre niveau à aujourd'hui. Et donc, on découvrira avec Carolina les résultats en direct et on pourra apporter quelques commentaires. J'en profite pour vous indiquer que vous êtes presque 200, donc on va avoir un panel suffisamment large de réponses. Alors. Ah, super. OK, on a les résultats. Je pense qu'on peut tous les voir. On est un maximum d'explorateurs. Explorateurs, ça veut dire qu'on a déjà au moins fait nos premiers pas avec des usages individuels. C'est une phase déjà essentielle parce qu'elle va nous permettre d'être déjà sensibilisés, de découvrir les potentiels de l'IA sans pression. Et je vois donc effectivement, on est 50% d'explorateurs. Ensuite, les apprenants, 25% entre nous. Des apprenants, vous avez déjà fait, je pense, des projets pilotes, sûrement des montées en compétences. C'est déjà positif. L'IA n'est pas un objet flou pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes déjà sûrement en train de vous approprier des usages pour être plus efficace. Alors, il y a 20% des profils qui sont plutôt adoptants, c'est-à-dire que vous avez déjà franchi les caps avec des intégrations dans les procès métiers et vous avez passé à une logique de déploiement et de gouvernance. Et alors, vous êtes peut-être proche de l'industrialisation des approches IA et je vois qu'il y a 5% des profils transformateurs. Alors, les transformateurs, vous êtes sûrement déjà dans les derniers niveaux, c'est les stratégies. Comment est-ce que vous allez maintenant innover, réinventer les business models? Et cette maturité avancée est assez rare, et on les voit, hein, vous êtes 5% parmi nous. Ça peut inspirer les autres. Donc, maintenant, je vous propose d'avancer sur quelques recommandations avant de finir cette première partie. Quelques recommandations pour s'élancer dans un programme d'acculturation dans votre entreprise. Nous avons exploré les niveaux de maturité et je souligne l'importance de se former avec des formats pédagogiques qui sont adaptés aux réalités de chacun. Effectivement, pour garantir cette acculturation dans votre entreprise, il est essentiel de mobiliser aussi vos managers qui permettent un apprentissage en continu également, qui est la culture d'apprentissage en continu serial learner, comme on dit en anglais, puisse être au cœur de la dynamique d'apprentissage avec l'IA. Il faut effectivement célébrer quand ça fonctionne, mais aussi partager quand ça ne fonctionne pas pour qu'on apprenne ensemble.
Donc, et pour s'élancer dans ces programmes d'acculturation, pour ceux qui sont plutôt dans les profils explorateurs, et vous êtes 50%, c'est important aussi de se rendre compte à quel point les formations qu'on propose pour accompagner les collaborateurs doivent être des formations à la fois flexibles, réactives, des formations justes et juste à temps. Effectivement, les compétences évoluent très vite et il faut rester à la pointe au tout moment. Donc, voilà. Merci Carolina. Donc on l'a vu, explorer, apprenant, adoptant, transformateur. Merci pour ces différents niveaux de maturité IA. Je trouve que ça donne du sens et de la perspective pour les entreprises. On voit qu'on a 50% d'explorateurs et seulement 5% de transformateurs. Ça donne de la perspective pour une progression dans la connaissance de l'IA. Je te propose maintenant qu'on passe au deuxième sujet pour voir véritablement comment passer à l'action concrètement. Et Carolina, tu as 3 cas concrets à partager avec nous pour libérer du temps au développement de son entreprise. Exactement. Alors, l'intelligence artificielle générative peut effectivement transformer les quotidiens des PME, à condition de bien comprendre les usages possibles et d'adapter chaque usage à son contexte. Dans cette partie, nous allons voir 3 types d'usages complémentaires des liens sur des secteurs différents. D'une part, je vais vous montrer quels sont les usages basiques avec ChatGPT. Un cas qui est très facile à prendre en main. Un deuxième cas où il y a l'IA adaptée donc, au processus d'automatisation avec un agent IA. Et nous allons voir dans des troisième cas un outil qui est déjà un outil IA intégré dans un outil métier, RH. Donc, je souhaitais maintenant vous dire effectivement dans les 3 cas qu'on va voir aujourd'hui, nous allons aborder les sujets du management, marketing et RH. Je vous propose d'aller rapidement vous montrer ces éléments. Et avant de lancer les démos, j'ai souhaité vous expliquer un petit peu les cas qu'on va voir. Si je me concentre sur les cas management, il s'agit d'un niveau 1, comme je disais, c'est un cas qu'on va voir à l'instant, pour faire un compte rendu structuré à partir d'une transcription brute d'une réunion. Peut-être que la plupart d'entre vous l'avaient déjà fait. Cela va vous permettre effectivement de prendre des décisions plus rapides, plus éclairées, plus stratégiques. Et cela, c'est grâce à une IA qui est prédictive. Je rappelle, l'IA prédictive veut dire qu'elle prédit par rapport à des résultats qui sont quelque part, des données pardon, qui sont quelque part. C'est important effectivement de se questionner sur la qualité de la donnée et on verra ça tout à l'heure dans ce webinaire. Dans les cas d'usage que nous allons voir, je propose donc de lancer la démo. Vous êtes donc manager dans une PME, une agence digitale en pleine croissance. Et vous avez fini une réunion hebdomadaire avec, vous avez un compte rendu un peu brouillon et vous souhaitez faire une transcription à partir de ces éléments. Vous souhaitez faire une synthèse, pardon, de la transcription. Vous donnez à ChatGPT les éléments, un prompt qui est très simple avec la transcription et vous allez voir qu'effectivement, les résultats que nous obtenons, ce sont des résultats qui sont très acceptables, mais qui pourraient être encore meilleurs. Donc, nous allons voir une synthèse de la réunion avec des décisions qui ont été prises, des personnes qui ont participé. Et ces résultats sont simples parce que notre prompt de base était simple. Maintenant, je souhaite vous montrer qu'est-ce qu'on obtient quand on va faire un deuxième prompt qui est plus complet, donc qui va nous donner des éléments plus structurants. On va donner des éléments sur l'objectif, les tâches, la cible, c'est qu'on souhaite obtenir comme résultat à partir de ces prompts. Donc ici, à partir de cet échange avec ChatGPT, nous allons maintenant voir comment nous allons obtenir un résultat beaucoup plus structuré. On a déjà l'introduction qu'on n'avait pas avant dans l'autre exemple. Nous allons avoir vraiment l'ordre du jour avec exactement qui a dit quoi
quand les décisions aussi à prendre, comme c'était aussi quand même le cas tout à l'heure. Et à la fin, nous allons voir ces tableaux qui s'affichent, un tableau qui est très synthétique, mais qui va nous permettre de prendre des décisions d'une manière beaucoup plus simple. Donc, ces deux cas qui sont très simples, déjà pour démarrer, nous permettent de voir qu'on peut utiliser ChatGPT de manière gratuite. Et d'une manière déjà simple, on obtient des résultats assez impressionnants. Avec ChatGPT, je voulais juste, avant de passer au deuxième cas, faire une petite clarification. ChatGPT va nous permettre d'échanger, comme je viens de vous le montrer. On peut effectivement aussi faire des GPT personnalisés. On ne va pas les faire ici aujourd'hui, mais GPT personnalisé veut dire que si on souhaitait, dans les deuxième cas, de manière récurrente, demander à GPT la même chose, souvent pour une structure qui se répète, je préfère peut-être dire à GPT, gardez-moi ces modèles de GPT personnalisés, parce que souvent, quand j'aurai besoin de ce type de compte rendu, je vais te demander. Donc, et ça, c'est vraiment une petite différence entre juste échanger avec ChatGPT de manière ouverte ou faire un GPT personnalisé. Maintenant, je ne sais pas si Thomas… Oui, merci Carolina. Effectivement, on vient de voir à quel point un outil comme ChatGPT peut vous faire gagner du temps sur des tâches qui sont répétitives, comme les comptes rendus démontrés jusqu'ici. Mais Carolina, est-ce qu'on peut utiliser aussi ce type d'outil pour se préparer à un entretien de recadrage, par exemple, un recadrage difficile, tout manager est confronté à ce type de situation? Bien sûr. Alors, merci Thomas, très très bonne question. Avec GPT, mais maintenant, je précise, c'est la version payante qui le permet. Avec GPT payant, nous pouvons nous entraîner à un entretien de recadrage en management en cliquant sur une option donc audio, vocal, microphone. On donne donc les prompts plutôt à l'oral, à GPT. On va dire, j'ai quelqu'un des mains avec qui je dois m'entretenir, je n'arrive pas à préparer cet échange, aidez-moi. Et donc, GPT va effectivement vous inviter à vous entraîner avec lui à l'oral, ce qui est beaucoup plus impressionnant, je trouve, que si on le fait à l'écrit, parce qu'on est vraiment amené à nous entraîner presque en situation réelle. C'est très puissant, je vous invite à les tester si vous avez un compte payant. Et de la même manière, c'est inspirant de se dire qu'on pourrait effectivement créer des GPT aussi personnalisés pour nous entraîner sur des cas spécifiques à notre métier. Donc, une sorte de coach virtuel, en fait. Exactement, c'est ça. Très bien. Je vous propose maintenant d'aborder les cas d'usage marketing. Les cas d'usage marketing, comme je vous disais, c'est peut-être un peu plus complexe parce qu'on va aborder l'agent IA. Un agent IA, à différence de ce qu'on vient de voir, c'est qu'on va créer un assistant qui va prendre des décisions pour nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste poser des questions, obtenir une information, on va créer un petit robot qui va faire les activités pour nous, sans qu'on lui demande par la suite. Donc, on va voir ces cas tout à l'heure. Avant cela, j'ai besoin de clarifier quelques points. Les cas d'usage qu'on va aborder, c'est par exemple pour suivre un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux sur Google Calendar. Et pour cela, j'ai juste pris un des outils qui existent aujourd'hui qui intègre des agents IA. C'est N8N, mais c'est aussi possible avec Make et d'autres. Est-ce que ce sont des outils gratuits? Alors, oui. N8N, par exemple, c'est open source, effectivement. C'est gratuit. Après, on peut faire des choses limitées selon ce dont on a besoin. Donc, je voulais donc préciser qu'on parle actuellement beaucoup des agents IA, mais on parle aussi de l'IA agentique. Et je voulais donc faire la différence. Un agent IA, effectivement, c'est ces robots qui prennent des décisions pour nous. Et l'IA agentique, c'est plutôt plusieurs robots qui prennent des décisions pour nous. Donc, c'est un pas encore plus important, c'est encore plus wow, parce que si déjà un agent IA va peut-être me permettre de me connecter à différents outils, pour vérifier les calendriers, je vais pouvoir faire cela de manière répétitive avec beaucoup d'agents. Donc, je vais collaborer avec l'IA et c'est vraiment une révolution. La plupart des plateformes donc, commencent à intégrer ces options-là, d'IA agentique. Et
avant de vous les montrer, juste une dernière chose, c'est de faire super attention effectivement à cette puissance parce que comme on donne toute la main, si on le souhaite, à des agents IA, c'est dangereux également. Donc, on verra ça plutôt vers la fin du webinaire. Sur les risques. Oui, il faut faire attention sur les risques. J'entendais l'autre jour quelqu'un du secteur bancaire qui parlait des risques de donner la main pour des transactions de plusieurs millions d'euros. Ça, il faut, effectivement, il y a des systèmes, des contrôles. Donc, je vous propose de passer maintenant à la petite démo. C'est à chaque fois des démos assez rapides pour vous montrer très rapidement ce qu'on peut faire. Dans cet exemple avec N8N, on peut voir qu'il y a un agent qui est connecté à OpenAI, comme si c'était ChatGPT. Il est connecté avec des outils, les calendriers Google. Et nous avons en bas à gauche un espace pour chatter, pour parler, pour faire la demande. On a fait la demande actuellement et l'agent est en train d'échanger avec mon calendrier pour vérifier effectivement quelles sont mes disponibilités pour demain. On va me donner une réponse, donc à gauche, en bas, on me fait un retour, on me dit bah, demain, voici votre calendrier. Et ça va me permettre effectivement de me préparer à mieux suivre mon calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, sur mon Google Calendar. Et pour vous montrer, effectivement, il faut vérifier les informations. Je vais aller vers mon Google Calendar pour vous montrer que tous ces éléments sont vrais. Quand on configure ces automatisations qui deviennent des prises de décision rapides par l'agent, c'est important déjà de vérifier que tout est vrai pour savoir à quel point cet agent pourra faire cette activité pour nous plus tard. Je ne vous montre pas aujourd'hui des tâches un peu plus complexes parce que, effectivement, une fois que j'ai cette info, je peux demander de rapidement lancer les invites, je peux demander d'aller publier dans les réseaux sociaux, de créer des visuels, je peux tout demander. Après, ça demande des compétences techniques un peu plus importantes que ce qu'on a vu il y a quelques minutes avec ChatGPT. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire et de vous dire que de faire ce type d'automatisme avec des agents IA ou bien l'IA agentique avec plusieurs agents, on va peut-être avoir moins de charges mentales parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose à notre place, mais ne pas oublier qu'ils sont tout seuls à faire ces actions-là. Il faut surveiller, il faut peut-être changer de casquette et vérifier que tout est OK. Et peut-être un autre bénéfice, c'est effectivement de gagner une meilleure coordination avec nos équipes parce que en faisant ce type d'actions avec des agents IA, on va pouvoir rester plus à jour, notifier les bons interlocuteurs et donc focaliser notre attention dans des tâches à plus haute valeur ajoutée. Là encore, c'est bluffant. On a vu qu'on peut créer des plans de contenu ou des stratégies en quelques minutes. Alors, même si l'IA nous assiste, on vient de voir qu'elle peut décider à notre place si on lui donne la permission. C'est assez intéressant. Tu as un troisième sujet à partager avec nous, cette fois-ci sur les métiers RH. Yes. Alors, pareil, avant de vous montrer, je vous donne un petit peu les contextes. Ici, on va utiliser un agent, pardon, c'est pas un agent, c'est un assistant. C'est un assistant IA sur une ATS. ATS, c'est Applicant Tracking System. Donc, c'est un outil RH. C'est l'outil qui s'appelle Team Taylor qui, eux, ont intégré l'IA. Et donc, je souhaitais vous les partager pour voir à quel point dans nos outils du quotidien, si je suis RH, je peux optimiser la rédaction des offres d'emploi grâce à l'IA. Ici, c'est une petite démo qui va être assez rapide aussi. Je vais proposer la lancer. Par exemple, je suis à la recherche d'un profil d'administrateur système et réseau et je veux utiliser les capacités de l'IA intégrées dans cet outil pour améliorer la qualité et la performance des offres d'emploi. Donc, je vais simplement demander, comme je l'ai fait, d'utiliser l'IA. Et cet outil va compléter l'offre d'emploi, prenant en compte des modèles que j'ai déjà intégrés dans le passé, des SEGOS, des données propres à l'entreprise pour adapter l'offre.
Cela va nous permettre une rédaction beaucoup plus rapide. Je vais gagner en efficacité. Je vais peut-être avoir un meilleur taux de conversion sur l'offre. Et sur l'écran actuellement, je vous montre effectivement une autre possibilité on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, mais je voulais vous parler. On peut effectivement faire aussi du matching des candidatures. C'est-à-dire qu'on peut, une fois que les candidats ont soumis leur candidature, cette IA peut nous faire gagner encore une fois du temps à nous donner des profils qui sont adaptés à un certain nombre de variables qu'on a déjà intégrées auparavant, que ce soit sur la rémunération, sur les attentes du candidat. Et donc, cette présélection va faire gagner donc, aux recruteurs les appels des pré-recrutements. Est-ce que vraiment ce poste vous convient? Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Oui, merci Carolina. À quand la prédiction sur les départs des collaborateurs, les futurs départs des collaborateurs? On se croirait presque dans la science-fiction. Bientôt. Donc, on a vu les usages et on peut se poser la question de est-ce que vraiment ça marche dans la vraie vie? Carolina, je crois que tu veux nous parler d'une entreprise qui a intégré l'IA dans son activité. Oui, alors très rapidement, juste il y a une PME récente, on a accompagné récemment dans les secteurs de la santé esthétique qui a intégré l'IA générative pour gagner en efficacité de la production des contenus marketing d'ailleurs. Et grâce à un accompagnement personnalisé qu'on a fait, les équipes ont rapidement monté en compétences, structuré les cas d'usage et ils ont gagné aussi une meilleure cohérence dans la communication qu'ils font et l'appropriation rapide par les collaborateurs. Je ne sais pas, on vous enverra les liens peut-être par la suite pour voir ce type de cas. Donc, ce que je retiens, en fait, c'est que la clé du succès, c'est la formation. Ça tombe bien, on est là pour ça. L'accompagnement. Sans ça, l'IA reste un gadget. C'est ça, totalement. Je te propose qu'on passe à la dernière partie sur la transformation digitale des TPE-PME. Oui, il y avait, je pense, la partie adoption avant, Thomas. Pardon, je vais trop vite. Avant de finir, effectivement, avant de finir cette partie, je vous propose de parler rapidement des usages et l'adoption de l'IA générative. Donc, il y a 3 points que je vous propose de retenir pour bien assurer l'adoption des IA génératives dans les entreprises, que ce soit accompagner les changements, donc commencer par animer une communauté d'apprentissage. Cela implique créer des espaces d'échange, des ateliers, pour insuffler cet état d'esprit d'apprentissage en continu. En 2, c'est important de renforcer les usages par la pratique, c'est-à-dire les cas d'usage en interne, en lien avec les métiers. Partager les succès, les erreurs pour inspirer, pour rassurer. Et en 3, passer de l'appropriation à l'adoption. Beaucoup de collaborateurs perçoivent encore l'IA comme un gadget, comme tu disais, Thomas. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de l'intégrer dans les charges de travail existantes. Aussi, de proposer des outils qui intègrent déjà l'IA à l'intérieur, que ce soit des CRM, des outils RH comme on a vu. Et pour prendre un petit peu de recul, là, je voulais vous donner encore 2 chiffres rapides. C'est en 2024, les entreprises étaient plutôt dans l'expérimentation. Aujourd'hui, cette année, en 2025, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la rationalisation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut intégrer durablement l'IA? Donc, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à avoir un profil plutôt transformateur. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes que 5, mais c'est important de penser à la gouvernance de la donnée, les risques, et c'est vers cela qu'on va y aller maintenant. Donc, maintenant, c'est bon, Thomas. On va aller sur la troisième partie. Très bien. Donc effectivement, sur la transformation digitale des TPE, des PME, donc on a vu qu'il y a des opportunités, mais il y a des risques à ne pas négliger. Tu en parlais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Alors, on a vu, l'IA, elle peut transformer concrètement les quotidiens des PME, que ce soit pour la prise de décision, l'organisation. Après, il y a des risques qu'on voit devant l'écran, des risques qui sont plutôt
aussi identifié par des études. Cette année, en février 2025, il y a des chercheurs de Microsoft et de l'université Carnegie Mellon qui ont donné des données assez intéressantes sur l'impact de l'IA générative sur l'esprit critique. Ils ont observé des obstacles à l'esprit critique face à l'IA générative. Par exemple, les salariés sont peut-être pas suffisamment sensibilisés à comment fonctionnent les IA génératifs, à leurs limites, aux mécanismes d'influence, ce qui peut freiner leur capacité à remettre en question les réponses produites ou à détecter les erreurs. Alors, il y a un deuxième point, c'est les manques de motivation à vérifier les résultats. C'est-à-dire qu'on a des informations tellement rapides qui paraissent tellement cohérentes et pertinentes qu'on oublie de vérifier l'information. Donc, on est plus confortable et cognitivement à se dire que ça a du sens, donc on valide. Attention, c'est pas bon. Et un troisième point, c'est effectivement l'expertise sur les contenus. Pour pouvoir valider si les informations que je suis en train de traiter avec l'IA sont pertinentes, il faut que je sois à minima un peu expert. Donc, je ne peux pas aujourd'hui valider des contenus sur les secteurs bancaires parce que je ne suis pas experte. Donc, attention au risque de désinformation et qui peut entraîner des décisions erronées. Donc, juste pour parler rapidement aussi de ce que les salariés ont identifié comme des risques sur la surcharge mentale, de vérifier constamment les informations peut effectivement entraîner cette surcharge, cette fatigue cognitive. Donc, c'est un point à considérer. Sur la véracité des informations, si les IA génératives vont créer des contenus qui est cohérent mais qui est faux, on va involontairement faire circuler des fake news. Ce qui est un danger très important, notamment pour des fonctions sensibles comme les juridiques. Il y a un troisième risque qui est assez important sur l'éthique et la sécurité. C'est sur les biais, les plagiats, la manipulation. C'est important de former les salariés aux enjeux pour prévenir les dérives, notamment en cas d'automatisation. Merci Carolina, et je crois que tu as des fiches outils à partager. Oui, j'ai quelques fiches outils. Concrètement, on va en voir 3 pour bien finir ces webinaires. Sur les fiches outils numéro 1, sur instaurer la confiance, effectivement. C'est assez paradoxal. Dans l'IA générative, souvent, il y a des questions très paradoxales. D'une part, il faut se méfier sur la data. D'une autre part, il faut faire confiance. Donc, comment est-ce qu'on fait confiance et pourquoi? Cultiver cette culture de confiance, c'est important pour accompagner la transformation digitale. Une culture de doute s'accompagne aussi. Il faut se dire, je fais confiance à l'outil, tout en prenant en compte que les informations peuvent ne pas être vraies. Alors, sur ces points, c'est important de définir un cadre éthique qui est clair. On peut se baser sur une charte éthique de l'IA qui est alignée avec les valeurs de l'entreprise, avec une équipe éthique intelligence artificielle qui va inclure des profils techniques, des profils RH, juridiques, métiers, et permettre effectivement de former les collaborateurs à une IA responsable. L'importance de la sensibilisation par rapport au biais des algorithmes, à la limitation des modèles, et pouvoir assurer une transparence et une traçabilité. À chaque fois qu'on utilise un outil IA en entreprise, c'est important de partager effectivement les sources, les méthodes d'entraînement, de voir les résultats, les limites et ne pas oublier de protéger les données, la confidentialité. Donc, pour finir cette partie sur la confiance en IA, vraiment faire attention à établir des règles claires sur l'utilisation des LLM, l'utilisation des modèles, et surtout ne pas permettre de stocker des données sensibles dans les outils d'IA génératifs. Un petit rappel. Deuxième fiche. Yes, la deuxième fiche sur la prépa de la technologie. On ne peut pas faire de la magie si on n'est pas prêt avant. Donc, comment est-ce qu'on prépare la technologie?
Déjà, on peut démarrer par définir des métriques, des cas d'usage et des valeurs qui sont pertinents, des indicateurs de qualité des données, avec l'identification des cas d'usage qui sont prioritaires. On a vu tout à l'heure des cas d'usage sur les RH, management ou marketing. Pour préparer notre technologie, déjà, si on connecte nos bases clients, nos CRM, nos CRP, c'est déjà super pour être dans un environnement qui est centralisé, qui va nous permettre de mieux faire fonctionner la data. Donc, d'avoir une vue unique du client et de pouvoir normaliser les identifiants, les formats. Pour avoir une techno qui fonctionne, il faut que la data soit OK. C'est-à-dire, la data ne doit pas contenir des erreurs, il faut corriger les doublons et d'implémenter une gouvernance des données. Et sur les derniers points que j'insiste, je l'ai répété à l'instant, mais zéro rétention des données dans les LLM. Parce qu'effectivement, après, ça dépend de l'activité que vous faites. La data ne vous appartient pas par la suite. Et une troisième fiche sur l'accompagnement de la transformation. Yes. C'est une fiche un peu plus globale, plus synthétique pour rappeler qu'est-ce qu'on s'est dit dans ces webinaires pour accompagner la transformation. Effectivement, de rédiger ces codes de conduite IA qui incluent l'éthique, la transparence, la confidentialité, la gouvernance, de structurer le pilotage de la transformation et de pouvoir utiliser des indicateurs de performance, par exemple avec des tableaux de bord comme Power BI de Microsoft fait déjà. Il est recommandable aussi de mettre en place des baromètres d'usage, de créer des questionnaires mensuels pour suivre l'adoption des outils qui intègrent l'IA et de croiser avec des feedbacks qualitatifs des équipes. Ne pas oublier les communautés d'ambassadeurs, qu'on a dit tout à l'heure également, les fiches d'usage et des expérimentations agiles avec des binômes métiers et IT. Donc, ces petits rappels pour bien boucler les webinaires, ce n'est pas les derniers points. Je voulais finir ces webinaires avec Thomas sur un point, un lien avec l'écologie et l'intelligence artificielle. Je disais, c'est assez paradoxal à chaque fois de parler d'IA. Il y a plusieurs sujets qui se contradisent un peu. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui à la fois rester responsable avec l'environnement et utiliser l'IA génératif? On peut mesurer, par exemple, l'impact de l'IA sur les objectifs de développement durable. On peut se dire qu'il y a des outils qui existent pour vérifier de quelle manière on utilise l'IA spécifiquement avec un usage qui est dédié et de ne pas réutiliser alors que ce n'est pas pertinent. Favoriser la création d'IA frugale pour réduire les coûts énergétiques, techniques et économiques. C'est effectivement ça, de pouvoir utiliser peut-être des modèles qui sont déjà même pré-entraînés, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui créent des GPT alors qu'il y a d'autres qui existent déjà. Donc, pouvoir s'en servir de l'existant. Et finalement, préconiser un référentiel d'évaluation de l'empreinte environnementale. On peut s'inspirer des initiatives comme les codes carbone pour prendre des décisions qui sont responsables, des décisions qui sont depuis la phase des conceptions. Merci Carolina pour cette petite touche écologique. Donc, on a vu comment évaluer sa maturité, quels sont les usages concrets à adopter et comment former ses équipes pour réussir. On a aussi compris que l'IA, ce n'est pas qu'une baguette magique, c'est aussi un outil puissant, à condition de bien l'utiliser avec sens, méthode, éthique et écologie. Le plus important, c'est de commencer, de tester, d'apprendre. Et si vous souhaitez avancer, on est là pour vous accompagner puisque Segos propose plus de 50 formations sur ce sujet. Merci Carolina pour cette plongée passionnante dans le monde de l'IA. Tu nous as inspiré et montré
que oui, même dans les petites entreprises, on peut aussi faire de grandes choses grâce à l'IA. Et je vous propose de passer aux questions-réponses et il y en a beaucoup. Donc on va peut-être dépasser un petit peu, mais on va essayer de répondre au maximum de questions. Il y a beaucoup de questions autour de la confidentialité des données et notamment autour de la RGPD. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments à ce sujet? Voilà, qu'en est-il de la confidentialité sur le compte rendu de la réunion partagée sur ChatGPT? ChatGPT respecte-t-il le RGPD car les serveurs ne sont pas en Europe? On a encore voilà, est-ce qu'il y a une différence entre ChatGPT payant et gratuit? Je pense que sur la partie confidentialité des données, il y a des choses à dire aussi. Voilà, si tu peux nous en dire quelques mots et répondre à ces questions. Effectivement. Alors, ChatGPT, parce que chaque outil a ses spécificités. Je vous invite à explorer l'outil que vous utilisez habituellement, mais je vous donne l'exemple de ChatGPT parce que je l'ai montré à l'instant. Selon les modèles de paiement qu'on va utiliser, si on est dans un compte gratuit ou bien payant entreprise, équipe, il y a plusieurs types de forfaits, on va avoir une confidentialité qui est plus ou moins importante. Donc, les plans, il suffit de regarder, je ne connais pas par cœur comment s'appellent les plans ChatGPT les plus en Europe. Mais cette option-là permet une confidentialité presque, j'ai dit presque 100%, parce qu'effectivement, ils ne gardaient pas les données. Après, quand j'ai dit presque, c'est parce que, effectivement, ce n'est pas des entreprises européennes, on ne parlait pas les mêmes langages et il faut toujours vérifier. Donc, je vous invite à vérifier ces points. D'ailleurs, il y a une option enfin une option, en tout cas un paramétrage dans ChatGPT payant pour faire en sorte que les données ne soient pas diffusées à l'extérieur. C'est ça, les modèles, exactement. C'est effectivement sur ChatGPT, parce que tout évolue très vite. Il y a eu au début de l'année, même fin de l'année dernière, on décochait souvent les n'est pas entraîner les modèles et on pensait qu'on était protégé. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'entraîne pas les modèles qu'on est déjà protégé. Je vous invite plutôt, si vous souhaitez être presque 100% protégé, c'est plutôt les plans payants les plus chers de ChatGPT qui va nous permettre d'être plus protégés. C'est-à-dire que les data n'est pas du tout utilisée. C'est cette subtilité qu'il faut voir. La data, effectivement, n'est pas en Europe, elle est aux États-Unis, mais actuellement, les plans qui existent veulent dire qu'ils ne font rien avec cette data. C'est un vaste sujet, hein, c'est un vaste RGPD sujet, et la confidentialité. On a une question sur la différence entre ChatGPT et Copilot. D'accord. Alors, tous les deux sont basés sur OpenAI. Microsoft est arrivé en 2023 pour prendre cette technologie de OpenAI. La différence, c'est que, par exemple, le Copilot, effectivement, est intégré dans Microsoft. Et comme je disais, pour pouvoir faire une transformation digitale rapide auprès des collaborateurs, c'est très intéressant de pouvoir utiliser les outils déjà du quotidien. Donc, Copilot, pour la plupart d'entreprises, c'est intégré dans Microsoft, nos outils habituels de travail, c'est-à-dire notre Teams, notre Word, Outlook, Excel. Word, Excel. Donc, une différence majeure pour moi entre ChatGPT et Copilot, c'est que Copilot s'intègre dans nos systèmes et que je fais les paris que ça sera Copilot qui prendra la main, au moins dans les mondes professionnels. Très bien. Merci Carolina. Il y a une question également sur les financements des formations. Vous êtes petite et moyenne entreprise, donc forcément vous vous posez la question de comment financer ce type de formation. Alors il faut vous rapprocher de vos OCO, puisque vos OCO vous aident à financer ces formations. Et selon la taille de votre entreprise et selon votre secteur d'activité, vous avez des aides, des financements qui sont très différents. Donc je ne vais pas pouvoir vous exposer ces éléments-là parce que ça prendrait un peu de temps, mais d'ores et déjà,
il y a des financements type FNE ou FSE, hein, qui sont des fonds nationaux ou européens qui peuvent vous aider à financer des projets d'intelligence artificielle, si ce sont des projets que vous mettez en place dans votre structure. Il y a également, pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, le financement dans le cadre de ce qu'on appelle les plans de développement des compétences. Donc là, avec plaisir, pardon, on peut se recontacter et on peut en discuter ensemble puisqu'on peut vous conseiller sur le type de financement que vous pouvez avoir dans le cadre du plan de développement des compétences. Et puis, il y a également les actions collectives qui sont lancées par les OPCO. Alors, je ne vous cache pas que les OPCO ont pris un peu de retard sur le financement, sur la mise en œuvre en tout cas, et la mise à disposition d'une offre intelligence artificielle. Donc, c'est en train de se faire. Mais les OPCO, d'ici quelques mois, vous proposeront des offres de formation autour de l'intelligence artificielle. Mais voilà, on peut se recontacter et en discuter. Vous pouvez largement avoir des financements qui peuvent vous y aider. On va prendre peut-être une dernière question pour ne pas trop dépasser au niveau du temps. Alors, on a une question sur le retour sur investissement de l'IA. Donc l'IA semble apporter plein de choses à l'entreprise, mais qu'en est-il du ROI? C'est Julien qui nous pose cette question. Effectivement, j'ai un profil adoptant, mais en termes de ROI, les fournisseurs d'IA proposent des POC sympas, mais en termes de coût, c'est très cher par rapport aux gains calculés suite à test AB, qui est très faible. Merci de votre aide. Je ne sais pas si tu as la capacité de répondre à cette question. Alors, non, mais c'est une très bonne question. Il faut se poser la question de est-ce que je n'ai besoin par rapport à effectivement les gains que j'ai faits. Pour les ROI, il suffit d'estimer, parce qu'un profil adoptant, je ne sais pas dans quelle mesure vous faites, Julien, donc Julien, vous faites usage d'une techno telle que ChatGPT ou bien les autres technos que j'ai montrées jusqu'à aller à l'IA agentique. Donc, pour trouver un ROI qui est convenable, je vous dirais peut-être avoir un profil plutôt de quelqu'un qui vraiment maîtrise à 100% ces sujets pour permettre d'aller explorer la totalité des possibilités en lien avec vos besoins, de vous permettre d'identifier les tâches qui peuvent être automatisables, de voir en quoi vous gagnez cette productivité, les tester pendant un mois, voir à quel point, oui ou pas, ça vous fait gagner du temps, et ensuite, effectivement, faire les choix. Est-ce que vous souhaitez maintenir ou pas maintenir? Mais j'allais vous dire, effectivement, pas rester uniquement sur des OpenAI seulement avec ChatGPT, comme on a vu, mais explorer aussi d'autres solutions qui sont un peu plus complexes peut-être, mais qui vous font gagner beaucoup, beaucoup de temps avec les agents. Tu nous as d'ailleurs, dans la démonstration, montré plusieurs outils et Guillaume nous pose la question, quel est le nom de cet outil qui se connecte à Calendar et à ChatGPT ainsi qu'à d'autres applications pour être notre assistant? Alors, je vous l'écris dans les chats. C'est N8N, celui que je vous ai montré en open source. Après, il y a d'autres qui font également, que je vous écris, comme Make, les fait effectivement aussi. Et même OpenAI est en train de s'y mettre. Et il faut vérifier, effectivement, ça change très vite. Et je vous invite à explorer donc, les agents et l'IA agentique. Donc, N8N est celui que je vous ai montré. De quoi passer plusieurs heures à explorer ces outils. Généralement, quand on commence, on ne s'arrête plus. Oui. Il y a une question également, pouvez-vous repréciser la différence entre assistant IA et agent IA? Oui, alors l'agent va prendre des décisions pour vous. Il ne va pas forcément vous demander si vous l'avez paramétré comme ça. L'agent, vous lui dites, publiez-moi 3 fois par semaine des posts sur LinkedIn avec tel sujet, il va les faire. L'agent fait ça. Et un assistant ne prend pas des décisions ou des actions. Il vous accompagne comme les premiers cas de ChatGPT. Il est un assistant, si vous le voulez. Et les premiers cas, il va vous aider, il va vous donner les infos, mais c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites l'action. Très bien, merci. On a une question alors très, très, très large hein, de Pauline. Comment l'IA peut-elle m'aider à gérer du temps au quotidien quand je gère tout moi-même, commercial, administratif, RH? Je vous conseille de prendre du temps pour vous, pour vérifier sur ces 3 casquettes. Déjà, commencer casquette par casquette. Qu'est-ce que vous faites comme tâche répétitive, automatique? De lister les, oui, les tâches. Vous listez tout ce que vous faites. Et vous vous dites déjà, commencez petit, hein, vous ne pouvez pas tout faire à un coup. Commencez par une des casquettes, vous listez tout ce que vous faites, vous vous dites qu'est-ce qui est répétitif et n'a pas autant de valeur ajoutée. Et n'est pas
très important si je délègue à une IA, parce qu'il ne faut pas non plus passer autant de temps à vérifier derrière, au moins pour commencer. Vous faites votre premier test et si ça fonctionne, vous vous faites la même chose pour les autres casquettes. Effectivement, comme je disais, ce n'est pas magique, ce n'est pas parce que ça a beaucoup de possibilités qu'on ne doit pas passer du temps. Donc, avant même de rentrer dans la techno, il faut même rentrer dans ce que nous faisons habituellement, qui peut être fait différemment. Donc, d'abord réfléchir pour ensuite utiliser l'outil. Très bien, j'espère que ces conseils vous seront utiles, Pauline. Et on a une dernière question. Comment intervient Segos auprès des PME? Eh bien, écoutez, comme je vous le disais en introduction, nous formons à peu près 45 000 personnes issues des TPE-PME par an. Donc, on intervient sur toute la France, puisque nous avons un réseau de formateurs qui est très fourni et qui est présent sur l'ensemble du territoire français. Nous intervenons également en présentiel ou en distanciel, en fonction de vos contraintes. Nous avons une offre de formation catalogue qui existe aujourd'hui, qu'on appelle notre offre packagée, pour une personne ou pour plusieurs personnes, si vous avez un groupe de personnes à former. Et enfin, nous pouvons également organiser, construire une formation sur mesure en fonction de vos besoins. Donc là, si vous souhaitez en discuter, je vous laisse le soin de me recontacter. Vous pouvez également me solliciter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Nous avons dépassé de 5 minutes le webinaire. On arrive à la fin de cette séquence. Vous recevrez un lien vers le replay dans les prochains jours. Si vous avez des questions ou vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site web. Merci de votre présence. Merci Carolina de Merci ces Thomas. inspirations. À bientôt pour un prochain webinaire. Le prochain aura lieu en septembre et il portera sur l'intelligence artificielle et la RSE. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.